Alors, nous sommes maintenant avec Romain Slocombe, que je suis ravie de voir parce que c'est un de mes auteurs chouchous au niveau du polar historique, parce que quasiment tous ses romans ont un ancrage dans l'histoire du XXe siècle. Enfin, pour ceux que moi je connais, je me trompe peut-être, mais je crois pas. Et je voudrais savoir, alors Romain, Sang d'encre pour toi, c'est quoi? Oh bah c'est un rendez-vous annuel, hein. De toute façon, ça fait je sais pas combien de fois que je suis venu ici. François Joly et son équipe me font l'amitié de me réinviter chaque fois. Non, puis bon, c'est vrai que la région, je viens souvent à Lyon pour qu'il y ait du polar, etc. Donc c'est une région où je viens souvent. Et puis c'est vrai que c'est un peu un salon du polar, je dirais pas à l'ancienne, mais c'est vrai que il existe depuis un bout de temps et le lieu même est très beau. Et puis il y a toujours un public quand même fidèle et régulier sur ce salon. Puis il y a pas mal, le choix des auteurs est vraiment bien. Il y a toujours des têtes que je connais, des nouvelles et tout, mais beaucoup de bons auteurs à Vienne. Il y en a pour tous les goûts. Oui, oui, oui. Alors moi j'ai envie de te demander que tu nous parles de ton dernier roman parce qu'il est extrêmement touchant. On est dans une vague actuellement dans la littérature française où on revient sur notre histoire, sur l'histoire du XXe siècle et les événements les plus tragiques, la Seconde Guerre mondiale. Et toi, tes deux derniers romans, même tes trois derniers romans, je crois, parce que Monsieur le Commandant était déjà sur le même thème, tournent autour de la Seconde Guerre mondiale et de la police de l'époque qui n'était pas très très propre, on va dire. Et donc le dernier, L'Étoile jaune de Sadorski, ça touche vraiment la rafle du Veldiv. Euh, Chronologiquement, dans le roman précédent qui se passait au printemps et qui se termine le 8 juin 42, c'est-à-dire le premier jour ouvrable, le lundi où les élèves par exemple doivent porter l'étoile jaune, les élèves juifs quand ils vont à l'école, à partir de ceux qui ont 6 ans et plus. Chronologiquement, cette période de la rafle qui est au mois de juillet 42 arrivait de toute manière, et donc c'était presque évident dans la manière de mon histoire évoluer que le prochain livre devait parler de la rafle du Veldiv. Et puis c'est même normal que mon héros plutôt négatif, ce policier français, qu'il y participe, parce que justement les renseignements généraux ont participé à la rafle du Veldiv. Et d'ailleurs, en feuilletant son dossier aux archives nationales et aux archives de la préfecture de police, j'ai trouvé un récapitulatif de carrière qu'il avait fait sous l'épuration. Il donnait ses dates de naissance, ses dates de vacances, et je vois qu'il est rentré de vacances le 15 juillet 42, donc comme dans mon roman d'ailleurs, la veille de la rafle du Veldiv. D'ailleurs, les permissions étaient supprimées, on a mobilisé le plus possible de policiers, et donc y compris les RG et la PJ pour aider la police parisienne, qui d'ailleurs, de toute façon, c'est une rafle qui a été réalisée, effectuée presque entièrement par des effectifs français. Le peu d'Allemands qu'il y a eu, c'était du service d'ordre à l'embarquement à la gare d'Austerlitz dans les jours qui ont suivi la rafle, mais c'est une rafle pratiquement exclusivement française, et ce qui n'a jamais été décrite d'ailleurs dans un roman vu sous l'angle des policiers, justement, des acteurs et des auteurs de la rafle. Et je pensais que si on voulait vraiment la comprendre, ça, il fallait que ça permettait d'avoir en fait la double vision, c'est-à-dire le fonctionnement policier et comment un policier, lui, pouvait concevoir son activité pendant cette rafle, et moralement les problèmes que ça lui posait ou ça ne lui posait pas. Et puis les victimes, les enfants réveillés pendant la nuit, les familles dont certaines se suicident, il y a eu des gens qui se sont jetés par la fenêtre, et puis quelques chapitres plus loin, les conditions de détention pendant ces 5 jours au Veldiv. Moi j'ai envie de te poser une question qui est assez polémique parce que beaucoup de gens ne veulent pas la poser. Est-ce que pour toi l'État français est la France ? Alors ce qui est certain, c'est qu'évidemment on peut dire, il y a des gens qui vont dire c'était Vichy, c'est le gouvernement français légal, puisque les pleins pouvoirs ont été votés par la Chambre des députés et votés au bénéfice du maréchal Pétain, qui donc devient une sorte de dictateur élu par la voix des députés.
Il y a des gens qui disent oui, mais l'Assemblée nationale, dans ses statuts, n'a pas le droit de nommer un chef comme ça. Donc, du coup, comme ce n'est pas légal, donc du coup, ce gouvernement était illégal. Et donc, il n'existe pas. Mais c'est absurde. Non seulement il a existé, mais aussi, surtout, l'administration française a continué à fonctionner, obéissant à ce gouvernement, légal ou pas. La question n'est pas là. Pendant 4 ans, la France, et d'ailleurs c'est le seul pays d'Europe de l'Ouest, dont le seul pays occupé et vaincu par les Allemands en Europe de l'Ouest, dont le gouvernement a collaboré avec l'Allemagne au lieu de partir en exil. Et évidemment, on peut dire que l'honneur de la France, c'était De Gaulle, effectivement. C'était peut-être l'honneur, mais c'était une infime minorité de gens qui se sont enfuis pour poursuivre le combat depuis l'étranger. De Gaulle lui-même a dit que la résistance, c'était 1% des Français. 1% de 40 millions de personnes, c'est pas négligeable, c'est quand même beaucoup de gens. Mais c'est une très, très petite minorité par rapport à la population. Il faut voir aussi que donc l'administration, c'est quelque chose qu'on ne change pas. De toute façon, l'administration des années 30, celle des années 40, celle des années 50, c'est à peu près la même. On a évidemment coupé quelques têtes, oui. Voilà, et Papon est préfet à Bordeaux. Il se retrouve préfet de police sous De Gaulle plus de 20 ans plus tard. Et puis, il y a l'administration, c'est aussi les juges, enfin, il y a tout le système judiciaire, il y a aussi la bureaucratie. J'aime bien cette expression, enfin j'aime bien les assassins de bureau, les criminels de bureau. Quand on voit le zèle des fonctionnaires de la préfecture de police sous l'occupation, c'est hallucinant. Ils traitent les gens comme des coupables en puissance, et notamment dans le problème des demi-juifs, c'est-à-dire des gens qui avaient un parent juif et un parent non juif. Ces personnes, normalement, les Allemands ne s'intéressaient pas à eux, et normalement ils n'auraient pas dû être même porter l'étoile juive ou être déportés à Drancy ou quoi que ce soit. Mais les fonctionnaires français, profitaient des renouvellements de cartes d'identité pour interpréter tout ça de la manière la plus défavorable possible aux postulants demi-juifs, par exemple. Et donc des milliers et des milliers de gens sont morts à Drancy, sont morts à Auschwitz, partis de Drancy, parce que, évidemment, si les Allemands n'avaient pas envahi la France, ce ne serait pas arrivé, mais par la volonté de l'administration française. Et c'est ça que je peux montrer en ayant un personnage qui est membre de cette administration. Je te remercie, Romain. Alors moi, je te suis depuis des années, et mon roman, c'est mon roman culte à moi. En fait, il y en a 2. Il y a Avis à mon exécuteur, parce que alors celui-là m'a marqué profondément, et Un été au Kansai. Et l'été au Kansai est juste magnifique. Alors pourquoi nous as emmenés, parce que c'est pas évident quand même d'avoir un roman qui se passe au Japon avec un diplomate allemand. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment un exercice de style. Vous comprendrez mieux comment fonctionnait le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et peut-être aussi pourquoi le Japon est un pays aussi fermé pour nous, Européens. Nous paraît fermé. Alors, tu l'as eu, cette inspiration, elle t'est venue d'où pour Un été au Kansai? Alors d'abord, le Japon en tant que tel, c'est un pays que je connais très bien. J'y ai été 19 fois. Ma fille est moitié japonaise. Je parle le japonais. Et donc mes premiers romans, en fait, parlaient du Japon, mais c'était des polars contemporains qui se passaient au Japon dans les années 90. Et donc je me suis éloigné du Japon, mais j'ai eu envie à un moment donné d'y revenir, parce que j'avais lu des choses sur l'ambassade d'Allemagne à Tokyo. Je trouvais ça intéressant. Et puis cet espace de temps, en fait, où l'Allemagne avait capitulé et le Japon était encore en guerre. Donc pendant plus de 3 mois, les citoyens allemands à Tokyo, par exemple, se trouvent dans un état dans une situation extrêmement étrange. Leurs alliés sont encore en guerre. Ils sont expatriés dans ce pays en guerre, et ils savent que leur pays d'origine, l'Allemagne, a perdu, mais les Japonais continuent, et envers et contre tous, et face à une série de bombardements monstrueux et impitoyables, aux bombes incendiaires, etc.,
qui ont touché énormément la population civile. Donc je parle des bombardements qui ont précédé Hiroshima. Et j'ai eu l'idée comme ça parce que je lisais les souvenirs d'un diplomate allemand, enfin une interview d'un diplomate allemand, et que c'est une langue que j'ai apprise au lycée, donc je suis assez familier. D'avoir un héros qui serait un diplomate, mais qui ne serait ni un nazi enragé, comme certains diplomates l'étaient, ni un résistant, parce que souvent, quand on présente un Allemand dans un roman sur la guerre, il est soit nazi, soit résistant. Et très peu de résistants, je pense. Ah, mais il y en avait en Allemagne. Oui, elle n'est pas très très connue, mais il y a eu d'ailleurs un frère et une sœur, voilà, la Rose Blanche, etc. Donc il y a eu beaucoup de gens décapités en Allemagne pour fait de résistance. Et puis il y a eu un attentat contre Hitler quand même. Mais je voulais pas parler de ça. Je voulais mettre des gens normaux, des Allemands normaux, dont l'un est expatrié justement pour éviter d'être enrôlé dans la Wehrmacht. Mais j'ai imaginé qu'il aurait une sœur à Berlin et qu'il y aurait une correspondance entre les deux, parce que je voulais montrer la fin de la guerre, enfin la défaite dans les deux pays qui étaient les fauteurs de guerre, entre guillemets, de la Seconde Guerre mondiale. Mais les montrer non pas comme montrer tels qu'ils étaient, c'est-à-dire ils deviennent des victimes à ce moment-là, et d'avoir un personnage qui n'est pas justement caricatural et qui soit en plus attiré. Donc ce jeune diplomate est attiré par la culture japonaise, le théâtre, le kabuki, les estampes japonaises qu'il commence à collectionner. Voilà. Mais c'était une commande, à vrai dire, par les éditions Artaud. Des récits d'une collection de livres de voyage. Donc au début, on m'avait demandé un truc se passant au Japon, mais j'ai un peu modifié la commande pour en faire ça. Mais ce qu'on pourrait dire, ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre a eu, même si j'en suis très content sur le plan de l'écriture et du sujet, c'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès commercial. Voilà, justement parce que le héros était entre guillemets un tiède, alors que mon personnage de Sadorski, qui est un personnage extrêmement méchant et violent, lui, commercialement, se défend beaucoup mieux. Et Monsieur le Commandant aussi, qui était mon grand succès il y a quelques années, dont le héros est un académicien français qui dénonce sa belle-fille juive, ces personnages de méchants, on a l'impression que le public les apprécie beaucoup. Et donc, en un sens, ça me permet, moi, de parler de cette période par les yeux d'un méchant, et sans faire aucun compromis, parce que je ne juge personne et je raconte les faits tels qu'ils se sont passés ou auraient pu se passer. Romain, je te remercie, c'était passionnant. J'espère un jour t'avoir en interview en sol à sol pour oser les livres. Hein, si, un grand plaisir, depuis le temps que tu lis mes livres d'ailleurs. je te remercie, je te souhaite un bon salon, à bientôt.